Bonjour, merci de rester à notre compagnie et bienvenue au journal. Tenu à l'Assemblée nationale d'un atelier sur les techniques de communication des parlementaires avec les populations à la base. Ce fut une occasion pour les députés de renforcer leurs capacités en matière de stratégie d'échange. Reportage de Agali Aguissa. La diffusion des messages obéit à des principes de communication. C'est conscient de cela que les députés ont pris part à cet atelier sur les techniques de communication des parlementaires avec les populations à la base. Un thème qui intéresse les participants à plus d'un titre. Savoir communiquer ou apprendre à communiquer avec ces populations en prenant en compte leurs préoccupations doit être vraiment le sacerdoce de tout député. Parce que s'il y a une crise entre le député aujourd'hui et la base, c'est sûr que le problème de communication en est un. Les travaux de la journée étaient axés sur les différents aspects et les objectifs de la communication. Il s'agissait donc de définir les objectifs et appréhender les principaux éléments de la communication. La maîtrise de ces instruments permettra aux élus de la nation d'informer et d'identifier les préoccupations des populations. Cet atelier vous permettra d'appréhender les enjeux de la communication et le développement personnel. L'esprit d'équipe sera renforcé et vous aurez une bonne connaissance de la communication, de sensibilisation et une bonne connaissance des besoins des populations. La formation initiée par la Commission des finances, de l'économie, du plan de l'Assemblée nationale est assurée par le cabinet Africa Solutions RH. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, Mamadou Namouri Traoré, était hier matin dans quelques centres d'examen du concours direct de recrutement dans la fonction publique session 2012. Ils sont plus de 58 000 candidats à concourir pour 1512 postes et ça se passe dans 5 centres à Bamako, Kaye, Sikasso, Ségou et Mopti. Le ministre n'a pas constaté de problème majeur sauf à l'Essika où le manque de salles de classe se posait. Reportage de Agibou Koulibaly. Les candidats au poste d'attaché d'administration dans la spécialité secrétariat ont donné le ton au concours direct de recrutement dans la fonction publique. Suivant de près comment les choses se passent, le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions a sillonné quelques centres d'examen pour constater le bon déroulement des épreuves. Le lycée Ba Aminata Diallo a été le premier centre visité par la délégation. Ici, devant les candidats et les surveillants, le ministre Traoré a ouvert l'enveloppe scellée contenant la première épreuve. Elle portait sur la rédaction administrative. En salle, les candidats se disent confiants. Bon, en fait, je suis là aujourd'hui pour faire l'examen du concours pour les secrétaires. Je suis le seul homme ici parmi les femmes, mais c'est pas grave quoi. J'ai choisi d'être secrétaire parce que je pense que les hommes aussi sont bien d'être secrétaires. L'Essika a été le deuxième centre visité par la délégation. Dans ce centre, des problèmes ont été constatés. La numérotation a continué jusqu'à 23h. À 23h, il y avait certaines salles qui étaient encore fermées. Donc, c'est ce qui a fait qu'il y a des candidats qui sont là et que finalement, ils n'ont pas eu de salle. Même on a pu gérer ça. Par contre, à l'école fondamentale Mamadou Diarra numéro 2 à Médina Croix, dernier centre visité par le ministre, tout se passait normalement. Tout se passe bien. Et nous avons dans ce centre 35 salles. Et à l'heure où je vous parle, je crois que tout le dispositif est sur place. Ce que j'ai à lancer aux candidats, évidemment, c'est de compter sur leurs propres forces. Le temps où on pouvait faire autre chose, ça c'est révolu. Pour le ministre, pas de négociation. Seuls les meilleurs seront admis à ce concours. Nous allons choisir les meilleurs, des meilleurs, comme je l'ai dit, parce que pour 1512 postes, il y a 58 000 candidats. C'est des chiffres effrayants, pratiquement. L'emploi public n'est pas la solution à l'emploi des jeunes. C'est une goutte d'eau. Il faut qu'on sache que tout le monde se mobilise. Le gouvernement, l'ensemble des institutions, les collectivités locales, le secteur privé, pour qu'on trouve des solutions à l'emploi des jeunes. Il faut souligner que le concours se poursuivra les autres les différents centres. Bonne chance donc à tous les candidats.
Forum sur la situation des personnes déplacées et réfugiées des régions sous occupation. L'initiative est du groupe Pivot, droit et citoyenneté des femmes. La rencontre qui a mobilisé des représentants des déplacés de toutes les régions et aussi des réfugiés du Niger et du Burkina Faso a bénéficié du soutien du NDI, le National Democratic Institute. Le reportage de Asseta Ibrahim Maïka. On souffre, les dons viennent, on ne trouve pas. Nous sommes chez les gens, ils ont leurs enfants, ils ont leurs familles. On est venu ajouter d'autres familles là-dessus. Donc nous sommes dans des maisons très serrées. Moi, mon souhait est qu'on crée des centres de santé au niveau des réfugiés. C'est appelé à approximatif en tout cas des réfugiés. C'est préoccupé par ces conditions difficiles, voire inhumaines, dans lesquelles vivent les populations restées sur place, déplacées ou réfugiées, que le groupe Pivot Droit et Citoyenneté des femmes a tenu ce forum. Il regroupe les représentants des déplacés et ceux des réfugiés du Niger et du Burkina Faso. De ce forum, pour faire l'état des lieux de la vie, de la condition dans laquelle les déplacés et les réfugiés vivent, pour qu'ensemble nous puissions vraiment mener des actions concrètes à court, à long et à moyen terme. Ainsi, ce forum va identifier les préoccupations des uns et des autres qui vont de logement ou d'éducation pour les enfants. Pour la tenue de ce forum, le groupe Pivot Droit et Citoyenneté des femmes bénéficie de l'aide de l'Institut national démocratique NDI. Le bilan des conséquences de la double crise institutionnelle et sécuritaire est assez alarmant et dramatique du point de vue de ses conséquences graves sur le droit international humanitaire, mais aussi et surtout sur les droits international des droits de l'homme tout court. En plus des panels sur la gestion ou la situation de la crise humanitaire présentés par le ministère de l'Action humanitaire et le Haut Commissariat aux réfugiés, des témoignages des victimes ont également enrichi les débats. Les recommandations du Forum sur la situation des personnes déplacées et réfugiées vont contribuer à l'élaboration d'un outil de plaidoyer pour améliorer les conditions de ces personnes en attendant le retour de la paix. La coalition malienne des droits de l'enfant a tenu un point de presse à son siège. La COMAD était venue rendre compte de sa participation au forum de l'Union africaine sur la situation des enfants. Isaac Tchenou. À travers ce point de presse, la coalition malienne des droits de l'enfant COMAD a restitué sa participation au forum de l'Union africaine sur les enfants et la situation des enfants déplacés du nord du Mali. Une occasion saisie par la coalition pour exposer la situation des enfants du Mali en cette période de crise. Cette organisation attend de l'Union africaine une grande mobilisation pour la cause des enfants. Tous les États sont unanimes qu'aujourd'hui, l'enfant africain doit être une préoccupation de toutes les nations. Et pour cela, le budget alloué du bien-être de l'enfant doit être de la société civile puisse jouer pleinement leur rôle. Il faut souligner que l'objectif de la COMAD reste la coordination des actions à l'endroit de l'enfance, encourager et assurer la participation des enfants dans leur propre développement et influencer les politiques et actions gouvernementales, entre autres. Dans la société malienne, la famille a un rôle majeur à jouer afin de garantir les droits des enfants et de favoriser leur développement. Déjà au Mali, les responsables ont fait du droit des enfants une priorité. Remise de lettres d'abandon de la pratique de l'excision. La région de formation pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles AMSOPT qui bénéficie de l'appui de l'UNICEF. La cérémonie a enregistré la présence des représentants du ministère de la Famille, de la Femme et de l'UNICEF, de la directrice nationale de l'AMSOPT, du préfet de Caille et des élus communaux. De Caille, la correspondance Situé à de 25 km de Caille, le village de Goumera a décidé de déposer le couteau. Le chef de village a signé une lettre dans laquelle les habitants s'engagent à abandonner l'excision. Cet engagement est le fruit d'un long processus qui a pour objectif d'amener les populations à abandonner librement et sans aucune pression cette pratique séculaire nuisible qui constitue un véritable problème de santé publique. Nous avons focalisé nos actions dans le domaine de la lutte contre la pratique des MGF et toute autre pratique ayant effet néfaste sur la santé de la femme et de l'enfant qui, à notre ferme conviction, demeure une pratique culturelle dépassée. Cet acte posé par la communauté est l'œuvre de l'association pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles AMSOPT qui a permis d'apporter un changement de comportement chez les populations de 80 des 100 villages couverts par l'association. Celle-ci a assuré la prise en charge de 689 victimes des complications de l'excision.
Aujourd'hui, vous arrivez à la décision d'abandonner l'excision parce que vous connaissez ses méfaits. Vous les avez vus et vous savez faire le lien entre l'excision et ses conséquences immédiates et tardives. Dans la mise en œuvre du projet Protéger la prochaine génération, Amsoft, Équilibre et Population et FECODEV ont réalisé une panoplie d'activités auprès des communautés que sont entre autres la formation, le counseling, le renforcement des capacités des agents socio-sanitaires du district sanitaire de Caille, la prise en charge des complications liées à l'excision. Mais peuvent être mis en cause lorsque les actions ne sont pas poursuivies au niveau des autres localités voisines des villages témoins, car les MGF excision demeurent une pratique encore courante dans nos communautés, qu'elles soient rurales ou urbaines. Il faut rappeler que la première phase du projet a démarré en 2007 et couvrait 20 villages de la zone d'intervention avant de s'étendre en 2009 à 60 villages, puis à 100 villages en 2011. Ce projet vise à faire du district sanitaire de Caille un district pilote dans l'abandon des mutilations génitales féminines. Actualité hors de nos frontières. Au Niger, les autorités procèdent au recasement de 2500 sinistrés des dernières inondations. Les agents de la municipalité qui supervisent l'opération tentent d'apporter l'appui nécessaire aux chefs de famille sur le site dans la périphérie de Niamey, la capitale. C'est une nouvelle vie qui commence pour les sinistrés des dernières inondations de Niamey. Plus de 512 chefs de famille pour une population estimée à 2500 personnes sont recasés sur ce site de Seno, situé dans la périphérie de Niamey. L'opération de recasement se poursuit sous la supervision des agents de la municipalité. On a ciblé toutes les concessions qui sont dans les zones blanches. C'est les propriétaires des concessions qu'on est en train de recaser sur ce site de Seno-là. En les amenant, on a décidé de les appuyer. Donc chaque chef de famille a droit à une tente. Si la personne a 2 femmes, 2 tentes. Si la personne a 3 femmes, 3 tentes. Oumar Ouidé est un sinistré. C'est un chef de famille. Il vit sur ce site avec ses 2 épouses et ses 10 gosses. Pour l'instant, il se contente de ce qu'il a obtenu. Mais il veut vite retrouver son propre toit, car la vie sur ce site n'a pas de sens pour lui. Il faut que l'État, on ne nous a rien dit pour le moment. La principale préoccupation sur ce site est d'ordre sanitaire. L'infirmerie de fortune installée enregistre chaque jour de nombreux cas de maladie. La prise en charge n'est pas effective, faute de médicaments. Pas assez de produits nécessaires pour bien faire notre travail. À la date du 4 septembre dernier, selon un rapport du cabinet du Premier ministre, les inondations au Niger ont fait 68 morts, 70 353 ménages affectés, soit plus de 500 000 personnes sinistrées. Au Gabon, la radio panafricaine Africa numéro 1 est en grève illimitée depuis mardi à cause d'une revendication salariale du personnel qui remonte à 2008. Africa numéro 1 qui connaît de sérieuses difficultés financières depuis la mort du président Bongo n'émet plus dans notre pays depuis 5 ans. Dans les studios d'Africa numéro 1 à Libreville, pas l'ombre d'un agent, rien que de la musique à longueur de journée. Depuis mardi, le personnel de la radio observe une grève illimitée. À l'origine de ce mouvement social, des revendications salariales qui remontent à 2008, année de l'entrée de la Libye dans le capital de l'entreprise. Nous avions des salaires. Quand la Libye est arrivée, la Libye aurait dû revoir ses salaires, puisque c'était un nouveau patron, puisqu'entre-temps, il y a eu une nouvelle convention collective au niveau d'Africa numéro 1, et ce reliquat n'a jamais été payé depuis 2008. C'est pour ça, c'est ce que nous appelons dans notre revendication les moins perçus. Vous ajoutez à ça les 5 mois de salaire non payé. Africa numéro 1 est depuis 1 an en règlement judiciaire. Les difficultés de la radio ont commencé après la mort du président gabonais Omar Bongo Ondimba et elles se sont aggravées à la suite du décès de son homologue libyen, le colonel Mouammar Kadhafi. Les successeurs ont certainement eu des difficultés pour prendre langue avec les affaires et à ce titre, la partie libyenne a traîné dans la prise de décision et aujourd'hui on se retrouve avec une société où les actionnaires n'ont pas assumé. La Libye détient 52% du capital d'Africa numéro 1. La radio qui se veut panafricaine a été créée en 1981 et toucherait aujourd'hui, d'après ses promoteurs, environ 20 millions d'auditeurs sur le continent africain. Son antenne parisienne est par une société
n'est pas touché par la grève. C'était un bref monde avec le lancement en Italie de la campagne des législatives après la démission de Mario Monti. Les émeutes et les scènes de pillage dans certaines villes en Argentine, ils engagent des combattants rebelles en Syrie aux populations de 2 localités chrétiennes. En Syrie, des combattants rebelles ont mis en garde les habitants de 2 localités chrétiennes de la région de Hama, dans le centre du pays, les prévenant qu'ils allaient lancer un assaut afin de déloger les membres des forces pro-régime d'Assad. Les rebelles appellent les habitants à ouvrir leurs portes aux membres de l'ASL. La Russie, principal allié de Damas, a redouté vendredi que le chaos s'installe en Syrie, où l'OTAN a annoncé avoir détecté de nouveaux tirs de missiles de type Scud par le régime. Des émeutes et des pillages de supermarchés se multiplient depuis jeudi dans de nombreuses villes d'Argentine. Ces images rappellent celles de la crise financière de 2001, lorsque 50% de la population est au seuil de pauvreté. Aujourd'hui, selon de nombreux analystes, cette situation est plus politique qu'économique. Ces émeutes ont fait 2 morts et une centaine de blessés à travers tout le pays. Près de 300 personnes ont été arrêtées. Le malaise politique a éclaté au grand jour le 8 novembre dernier contre une éventuelle réélection de la présidente Cristina Kirchner. Pas de panique à la bourse au lendemain de l'échec d'un plan de secours républicain à la Chambre des représentants censé empêcher le pays de s'écraser dans le gouffre budgétaire. Cette expression recouvre des hausses d'impôts pour tous les Américains et l'entrée en vigueur de coupes automatiques dans les dépenses dès le 1er janvier 2013. Le président américain s'est entretenu avec le président de la Chambre des représentants, John Boehner. Barack Obama a donc appelé vendredi le Congrès à adopter un compromis budgétaire plus modeste afin d'éviter une cure d'austérité forcée aux États-Unis. Après la démission de Mario Monti, la campagne des législatives de février est lancée et le suspense reste ouvert quant à une éventuelle candidature de ce dernier. Le professeur Monti laisse juger européen et le monde des affaires. Il est plus nuancé aux yeux de ses concitoyens en cette période de récession. 60% des Italiens sont contre sa candidature. Hier samedi était la journée de célébration du cinéma à l'Institut français du Mali avec l'ouverture de la 9e édition des rencontres cinématographiques de Bamako, le festival international de N'Djamena. Et comme le retour de la paix dans notre pays reste une préoccupation générale, cette rencontre a porté sur le thème du rôle du cinéma dans la culture de la paix. Ce forum annuel des cinéastes est une initiative de l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma de l'Afrique de l'Ouest, UCKO. La journée était présidée par le ministre de la Culture en présence de son collègue de l'artisanat et du tourisme ainsi que de plusieurs autres personnalités politiques et de la société civile. Récit de notre reporter culturel, Modibo Soare. La salle de spectacle de l'Institut français du Mali était aujourd'hui une salle obscure, car ce 22 décembre est exclusivement dédié au 7e art, le cinéma. Elle a accueilli cette 9e édition des rencontres cinématographiques de Bamako et le festival international de N'Djamena. 2 rendez-vous en un qui se tenaient cette année dans un contexte particulier, la situation de crise que connaît notre pays. Voilà pourquoi le thème choisi était intitulé « Rôle du cinéma dans la culture de la paix ». Cette 9e édition, elle est spéciale, elle est en même temps douloureuse. Quand je dis douloureuse, c'est parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est inadmissible. C'est le bilan et le rôle du cinéma dans ce pays. La première projection des 6 films programmés était ce court-métrage de 15 minutes intitulé Le Devin d'un Kolonina, réalisé en 1999 par Suleiman Sissé. Cette œuvre est l'histoire d'une vie, le récit d'un enfant qui n'a pas connu son père, qui a été sévré de l'amour maternel. En somme, une vie qui n'a bénéficié d'aucune assistance sociale basique. C'est plutôt un film prémonitoire et je crois qu'il y a beaucoup d'éléments desquels notre société peut s'inspirer, doit s'inspirer pour retrouver son unité. Du point de vue artistique et esthétique, Suleiman, tel que je le connais, je sais qu'il n'aurait pas fait moins que ça. Mais au moment où lui faisait ce film, c'était plutôt en tant que visionnaire. Et je l'apprécie beaucoup pour ça. Ce film était justement au cœur d'un débat organisé dans le cadre de cette journée cinématographique. Le Devin d'un Kolonina, tourné il y a 13 ans, a su susciter l'intérêt de l'assistance des fils du jour par son caractère devenu aujourd'hui une actualité. Ainsi, la problématique du devenir du Mali évoquée par le film était donc un centre d'intérêt pour ses leaders politiques et coutumiers, ses responsables administratifs, représentants de la société civile et de la jeunesse qui ont animé le débat avec son approche et ses convictions. Toutefois, le point de convergence était bien évidemment la paix dans un Mali uni et prospère.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous retrouverez à 20h Ibrahim Diombele pour d'autres informations. En attendant, ayons toujours une pensée de soutien et de réconfort pour nos compatriotes vivant dans les régions du Nord sous occupation. Merci et à très bientôt.